Ouverture au Koweït du 3e sommet afro-arabe avec déjà des promesses. L'État koweïtien s'est engagé à accorder aux pays africains des prêts bonifiés de 500 milliards de francs CFA dans les 5 ans à venir. Plus d'une trentaine de chefs d'État, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta, prennent part à ce sommet. Désormais, les étudiants auront un accès plus facile à Internet au sein même des universités de Bamako, et cela grâce au projet de connexion des universités de Bamako à Internet haut débit, dont la cérémonie de lancement a eu lieu cet après-midi, présidée par le Premier ministre. Renforcement de la coopération Mali-France avec la signature de 3 conventions, plus de 2,5 milliards de francs CFA pour appuyer la décentralisation, la reconstruction, le développement du pays et pour améliorer le système éducatif. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 19 novembre, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Dans les 5 prochaines années, l'État koweïtien va accorder aux pays africains des prêts bonifiés d'une valeur de 500 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite à l'ouverture des travaux ce matin à Koweït City. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en marge des travaux, a reçu en audience plusieurs personnalités. Retrouvons nos envoyés spéciaux, Abdul Salam Bambara et Amadou Sankari. Près de 500 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt bonifié que l'État du Koweït va accorder aux pays africains. Des instructions ont été données dans ce sens aux responsables du Fonds koweïtien pour la mise en œuvre de cette initiative dans les 5 années à venir. Pour donner un souffle nouveau au partenariat entre pays africains et arabes, les dirigeants envisagent sur le plan économique la création d'une chambre de commerce mixte ainsi que celle d'un conseil d'affaires afro-arabe. 2 structures qui pourraient être un facteur de rapprochement. Et ce n'est pas tout. Ils souhaitent également accélérer le processus de mutation de l'Institut culturel conjoint afin qu'il constitue un véritable levier de promotion des échanges interculturels. Pour la réussite de tous ces projets, ils appellent à l'implication du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Au cours de cette rencontre qui a regroupé 74 chefs d'État arabes et africains, parmi lesquels le président Ibrahim Boubacar Keïta, la crise en Syrie et la situation de la Palestine ont été évoqués. En marge du sommet, le président de la République a eu des entretiens avec ses homologues de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Mais auparavant, il avait reçu en audience le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, le président du Congrès national libyen, Nouri Abou Salim, et le président du Fonds koweïtien. Avec tous ses interlocuteurs, IBK a laissé entendre que le Mali s'est aujourd'hui relevé après la crise politico-sécuritaire qu'il a connue et qu'il compte encore sur l'accompagnement de tous ses amis. Signalons que la presse, qui est venue en grand nombre à ce 3e sommet afro-arabe, a eu du mal à accéder à la salle de conférence. C'est pourquoi d'ailleurs, elle s'est contentée des images des écrans placés ça et là. À l'agenda du 2e jour du 3e forum de Koweït City, il est attendu une déclaration qui sera suivie d'une conférence de presse. Cette rencontre permettra certainement de dynamiser cette coopération entre l'Afrique et les pays arabes. Retour dans la capitale, les universités de Bamako sont désormais interconnectées et connectées à Internet du haut débit pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et permettre aux étudiants ainsi qu'aux professeurs d'acquérir les connaissances universelles et être dans les réseaux du donner et du recevoir de notre village planétaire. Le projet a été lancé cet après-midi par le Premier ministre. Reportage de Ibrahima Traoré. Désormais, sur la colline du savoir qui abrite l'essentiel des universités de Bamako, Internet n'est plus un luxe. Un clic par le Premier ministre interconnecte à partir de ce mardi toutes les facultés de la capitale qui s'ouvrent en même temps au reste du monde. Les universités de Bamako signent ainsi leur entrée de plein pied dans l'ère du numérique. Cet outil puissant et moderne, mis à la disposition du monde universitaire, nous permettra de booster la recherche scientifique, d'introduire le didacticiel dans les enseignements et d'aboutir à une forme supérieure d'apprentissage.
Pour assurer la pérennisation de ce projet, des équipements de pointe sont installés, rassure le ministre de la Communication, des Nouvelles Technologies et de l'Information. Il a été installé, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un pylône haubané de 20 mètres sur le toit pour supporter la station de base WIMAX. Une boucle locale radio BLR WIMAX au rectorat permettant d'interconnecter les différentes facultés. Un accès point et 2 relais sur chaque site pour le réseau Wi-Fi, des batteries et des prises électriques étanches sur tous les sites pour permettre aux étudiants de charger leurs appareils, laptops, téléphones, etc. Un groupe électrogène de 20 kVA sur le site du rectorat pour assurer la continuité de service. Un onduleur de 5 kVA au rectorat et un lien d'environ 500 mètres de câble à fibre optique pour la jonction avec le réseau intranet de l'administration et une bande passante Internet de 15 mégaoctets. C'est une très bonne initiative de mettre à la disposition des étudiants une connexion qui peut leur permettre de travailler. Il faut que ça soit une réalité, il ne faut pas qu'on vienne seulement au lancement et qu'après, que dans les cours, on ne parvient pas à avoir la connexion Wi-Fi, ce sera désagréable pour nous les étudiants. Le Premier ministre précise que ce programme figure parmi les initiatives du gouvernement qui visent à asseoir dans le système d'enseignement supérieur les intrants de qualité et de performance. Notre conviction forte est que la formation des ressources humaines est primordiale dans le processus de développement économique, social et culturel. C'est pourquoi le programme d'action que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre a mis l'école au nombre des éléments constitutifs du socle sur lequel va se reconstruire un Mali réconcilié avec lui-même et résolument engagé sur la voie du développement et du mieux-être de sa population. La refondation de l'école est un chantier qui comporte de nombreuses composantes. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous envisageons le renforcement des infrastructures pour lesquelles des efforts ont été consentis et vont se poursuivre, comme la réalisation prochaine du projet d'extension du campus universitaire de Bamako à Kabala et le projet de création de pôles universitaires dans les régions. Il y a également la situation des apprenants. Nous savons que les conditions d'études sont des plus difficiles pour nos étudiants. L'État n'a pas les moyens de tout régler tout de suite, mais le gouvernement veillera graduellement à apporter des solutions aux problèmes posés. La gestion et l'entretien quotidien des installations seront assurés par une équipe technique déjà mise en place. Il est aussi prévu de connecter dans un avenir proche les sites de l'ex-ENA et de l'université de Ségou. À cela s'ajoute l'introduction des TIC dans le système LMD. Ce communiqué du ministère de l'Équipement et des Transports, depuis quelques jours, une certaine presse alimentée par des individus mal intentionnés cultive la division et le mépris entre les travailleurs des chemins de fer Bamako-Dakar. Le gouvernement de la République du Mali tient à rassurer l'ensemble du personnel que toutes les dispositions sont prises au quotidien afin de leur éviter toute perte d'emploi. Au regard de son surendettement, la société Transrail fut mise en 2009 sous règlement préventif en vue d'empêcher la saisie de son patrimoine qui n'est autre que les biens concédés des États du Mali et du Sénégal. Ce concordat est garanti devant le tribunal du commerce de Bamako par l'État du Mali. Malgré cela, d'une vingtaine de locomotives en 2008, la société n'exploite que moins de 10 aujourd'hui. De plus, la voie ferrée qui n'a reçu aucun investissement depuis la mise en concession se trouve en très mauvais état. À ce rythme, dans un proche avenir, les activités ferroviaires s'arrêteront. Ainsi, pour mettre les travailleurs à l'abri d'une telle catastrophe, les États du Mali et du Sénégal ont entamé des négociations avec des partenaires potentiels pour la réhabilitation des infrastructures et équipements ferroviaires. Également, des concertations dans l'espace CEDEAO sont en cours pour la réalisation de nouvelles liaisons ferroviaires avec la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, le Niger et la Guinée. Dans ce cadre, le Mali a participé à la réunion des ministres en charge des transports et infrastructures tenue à Cotonou du 13 au 15 novembre dernier. Cette ambition projet intégrateur créera à coup sûr des milliers d'emplois permanents. Enfin, le gouvernement invite l'ensemble des cheminots à plus de vigilance, de responsabilité, de patriotisme et les exhorte à soutenir les efforts engagés pour la sauvegarde des activités ferroviaires sur le corridor Bamako-Dakar.
Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine assurant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères et l'ambassadeur de France au Mali ont signé cet après-midi 3 conventions, des conventions de plus de 2,5 milliards de francs CFA. L'enveloppe sera destinée à appuyer la décentralisation, améliorer le système éducatif à travers la formation des enseignants, entre autres. Le reportage de Mohamed Diarra. 6 mois après la conférence des donateurs à Bruxelles, les lignes bougent à la satisfaction des autorités maliennes et ses partenaires. La preuve, c'est la signature de nombreuses conventions après le retour à la normalité. Et cette cérémonie de signature n'en demeure pas moins une illustration parfaite. 3 conventions viennent d'être ainsi signées entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la République française. L'ardoise financière porte sur plus de 2,6 milliards de francs CFA. La première pour 1,3 milliard. C'est le projet dit consolidation des institutions publiques, de l'état de droit et de la société civile. Donc ce projet vise d'abord à appuyer les organisations de la société civile dans leur travail de réflexion et leurs actions de plaidoyer sur les questions institutionnelles et sociétales. Le deuxième projet, un petit peu moins, pour un peu plus de 600 millions de francs CFA, c'est le projet Solidarité francophone, et qui s'attachera à consolider la maîtrise de la langue française et par-delà même à favoriser les aspirations légitimes de la population en termes de niveau de français. Il permet d'abord de rénover les cursus de formation initiale et continue en didactique du français et d'améliorer la gouvernance du système éducatif, notamment par la mise en place de partenariats pédagogiques. Le troisième volet, c'est mobilité et migration pour le développement. Donc là, c'est 524 millions de francs CFA. Donc ce troisième projet, c'est pour favoriser cette dynamique en appuyant la mise en œuvre de politiques publiques en matière de migration, en matière de développement, en incitant notamment la diaspora malienne à quelque part rendre un peu au Mali ce que le Mali lui a donné. C'est un petit peu l'idée, c'est un peu notre ambition. La signature de la seconde convention se justifie aussi par le fait qu'au Mali, seulement 10% de la population maîtrise la langue de Molière, selon le document mis à notre disposition. Le projet conçu à cet effet s'étend sur une période de 3 ans. Quant à la troisième convention, elle vise à inciter les pouvoirs publics maliens à accorder plus d'attention aux questions de migration et de développement. Les conventions ainsi paraphées visent à contribuer à la reconstruction d'un Mali nouveau. Ce soutien financier, dont le montant global s'élève à 2 699 838 750 francs CFA, s'ajoute à l'effort considérable que la France déploie pour la stabilisation socio-économique de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais exprimer notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement de la République française pour leur constante disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts de développement. Les conventions que nous venons de signer s'inscrivent désormais au registre du renforcement des liens de solidarité et de coopération qui existent entre nos deux pays. Des liens de solidarité et de développement qui embrassent presque tous les secteurs comme par exemple la sécurité, l'éducation et la décentralisation. Restons dans le domaine de la coopération bilatérale. La CEDEAO apporte son soutien au Mali dans l'humanitaire. 20 spécialistes de l'équipe d'intervention d'urgence de l'institution sous-régionale sont déjà à Bamako. Il s'agit d'appuyer le Mali dans ses efforts de réhabilitation des services sociaux de base et d'aide aux populations touchées par la crise. Reportage de Adama Kodjo. Les 20 spécialistes de l'équipe d'intervention d'urgence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vont d'abord mettre à profit 4 jours de formation à Bamako qui leur permettra de mieux connaître le terrain. Durant 3 mois, les spécialistes seront appelés à appuyer le Mali dans le domaine humanitaire. L'équipe d'intervention est constituée de juristes, d'ingénieurs, de logisticiens, d'experts en santé publique, de spécialistes de la protection civile et des questions des réfugiés. À titre de contribution au processus de rapatriement volontaire et de réintégration déjà entamé par le gouvernement du Mali et le HCR, 4 membres de l'équipe de la CEDEAO seront affectés au HCR afin de faciliter l'opération de retour des réfugiés. Mais la communauté humanitaire internationale ne peut pas tout faire. Et en cette phase de transition, quoi de mieux que des expertises régionales qui connaissent bien le pays, les cultures et les spécificités de l'Afrique de l'Ouest pour appuyer un pays frère.
L'initiative de l'organisation sous-régionale répond ainsi à une des recommandations issues de la réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali tenue à Bamako en juillet dernier. Tout au long de la crise, le Mali a bénéficié de l'accompagnement régional et international. Si la crise est progressivement derrière nous, il faut reconnaître que ses conséquences humanitaires, quant à elles, sont toujours là et parfois vivaces, constituant la priorité du gouvernement à travers des actions multiformes qu'il a engagées ou qui sont en cours dans les régions du Nord. Outre les spécialistes de la CEDEAO, prennent part à la formation une dizaine d'agents des services techniques du département en charge des questions humanitaires du Mali. Pour mémoire, le conflit au Mali a provoqué le déplacement d'environ 280 000 personnes à l'intérieur et 170 000 réfugiés dans les pays voisins. La journée mondiale des toilettes est célébrée chaque 19 novembre dans le monde. Une idée de Marc Neo, un ambassadeur de Singapour, et qui a été adoptée par l'ONU il y a quelques années. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de l'Urbanisation et de la Politique de la Ville assurant l'intérim du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Il est au micro de Fatoumata Kone. Le moment est venu d'intensifier nos efforts pour construire un avenir plus juste, plus sûr et durable pour tous. Aujourd'hui, plus de 2,5 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires correctes. Et plus de 1,1 milliard de personnes font leurs besoins dans la nature. Une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à des sanitaires dignes de ce nom. Et c'est pourquoi fournir des toilettes pourrait prévenir et sauver des vies humaines. Près de 700 000 enfants meurent chaque année de maladies évitables liées à la diarrhée. Diminuer de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à des toilettes avec de l'eau propre d'ici 2015 était l'un des 8 objectifs de développement du millénaire sur la santé et la pauvreté fixé en l'an 2000 il y a 13 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des objectifs les plus loin d'être réalisé. Et au rythme actuel, il ne sera pas atteint avant 2075. L'absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et le développement. Des toilettes à domicile épargnent à la famille des maladies et du temps perdu pendant la journée de travail et à l'école. Notre pays a connu des avancées dans ces 10 dernières années à travers l'existence d'une politique nationale d'assainissement assortie de stratégies, l'existence d'un programme sectoriel eau et assainissement PROSEA avec la tenue de la revue sectorielle annuelle, la création de services spécifiques dédiés à la gestion de l'assainissement à tous les niveaux, national, régional, local et maintenant communal. Restons avec la célébration de la Journée mondiale des toilettes. À Bamako, il a été question du plaidoyer en faveur de l'assainissement. Pour plus de précisions, suivant ce reportage de Ramata Konaté. Le thème national 2013 de la Journée mondiale des toilettes est l'assainissement et les objectifs du millénaire pour le développement. Où en sommes-nous? Au Mali, le taux de couverture en assainissement est en deçà des attentes. Il y a du chemin à faire. On est à 33% contre 66% du taux d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les OND. Ce qui signifie qu'environ 10 millions de Maliens n'ont pas accès à un assainissement adéquat. Et 10% des maladies diarrhéiques sont imputables au manque d'eau potable et d'assainissement, ce qui explique la mobilisation des uns et des autres. Il y a donc urgence à agir lorsqu'on sait que l'un des objectifs du millénaire pour le développement est de réduire de moitié la proportion de la population n'ayant pas accès à un système d'assainissement adéquat avant 2015, c'est-à-dire la gestion des eaux usées et excrétables. La journée des toilettes est célébrée sur le plan mondial il y a 12 ans, mais c'est la deuxième fois que le Mali commémore cet événement. À cette occasion, le marché de Niamakoro a été doté de toilettes.
Le Mali célèbre demain 20 novembre la journée internationale de l'enfant sous le thème « Mettre fin aux violences faites aux enfants ». Nous proposons d'écouter le message de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces propos sont recueillis par Nouhoum Sissoko. C'est le 20 novembre 1989 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. Depuis le 29 août 1990, notre pays l'a ratifié. Le thème retenu pour l'édition 2013 au plan international et national est « Mettre fin aux violences faites aux enfants ». Le choix du présent thème est une interpellation de tous les décideurs. Au Mali, l'exposition des enfants à la mendicité, la forte prévalence du taux d'excision et du mariage précoce, le nombre élevé d'abandon d'enfants, les enfants victimes de traite constituent de nos jours des préoccupations nationales. À ces vulnérabilités traditionnelles s'ajoutent d'autres plus graves, nées de la crise sécuritaire et politique que notre pays vient de traverser. Il s'agit, entre autres, des enfants associés aux forces et groupes armés, des enfants séparés et non accompagnés. Pour apporter une réponse, mon département, avec l'appui de ses partenaires, travaille inlassablement à l'adoption d'une politique nationale de promotion et de protection de l'enfant. La journée africaine de la statistique a été célébrée hier, 18 novembre, avec pour thème des données de qualité pour soutenir le progrès africain. Au Mali, de nombreuses activités ont été organisées. Pour plus de précision, écoutons Seydou Moussa Traoré, directeur de l'Institut national de la statistique. Il est au micro de Moussa Fané. Le thème retenu pour la célébration de la journée africaine de la statistique cette année, des données de qualité pour soutenir le progrès du continent africain. Ce thème a tout son sens si l'on sait que l'Afrique est en retard de développement. L'objectif principal de la journée, c'est pour sensibiliser le grand public à l'importance de la statistique dans le développement économique et social. Parce qu'en fait, pour résoudre un problème, il faut le diagnostiquer. Le diagnostic, ça veut dire quoi? Il faut de l'information. Et pour pouvoir agir. Les activités prévues au Mali pour la célébration de cette journée sont au nombre de 5 environ. En prélude de la journée, nous avions organisé un match de football avec l'association des journalistes sportifs. La deuxième activité, nous allons participer à une vidéoconférence organisée par la Banque mondiale qui met en relation l'ensemble des pays africains pour discuter du thème central de la journée. La troisième activité est prévu pour le 25 novembre de ce mois, sous la présidence du ministre du Plan et de la Prospective. C'est une journée de communication où un certain nombre de thèmes ayant trait au thème central seront exposés. Entre autres, l'évaluation de la qualité des données statistiques, la valorisation du travail des femmes dans le développement social. Voilà, la journée africaine de la statistique a été célébrée hier, 18 novembre. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, le docteur Nango Dambélé, a entrepris des visites de prise de contact au sein des structures relevant de son département les 11, 13 et 18 novembre dernier. C'était donc pour une prise de contact afin d'échanger sur les défis à relever dans le secteur. Le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire du Sénégal est en visite dans notre pays. Il a été reçu aujourd'hui à la direction générale de la gendarmerie nationale. Le haut commandant sénégalais a saisi l'occasion pour parler de mutualisation des efforts dans la lutte contre les ennemis de la paix et de la cohésion sociale. Adama Kodjo. Cavalerie, fanfare, cynophile, unité de motocyclistes, les drapeaux et sa garde, en somme, c'est toute la crème de la gendarmerie nationale qui a été mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire du Sénégal. Le général de corps d'armée Abdoulaye Fall est ainsi reçu après sa visite rendue aux éléments de la gendarmerie du Sénégal en mission dans notre pays. Nous avons échangé sur tous les aspects du service, sur la coopération entre nos deux institutions, mais surtout, sa coopération plus élargie
entre les unités de gendarmerie de la sous-région. Je citerai la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc. La prise en compte de l'insécurité aujourd'hui doit se faire de manière commune entre les forces de la sous-région. Le général sénégalais, qui est à la veille de son départ à la retraite, avait consacré en 2005 sa première visite au Mali dès sa prise de service à la tête de la gendarmerie de son pays. C'était pour parler de conjugaison des efforts en vue de combattre la grande criminalité transfrontalière. Une vision qui reste d'actualité et largement partagée par les responsables de la gendarmerie du Mali. Les conseils qui viennent nous donner et les pistes qui ont été dégagées vont être suivis pour que nous puissions encore mieux valoriser tous nos engagements sur le terrain. La visite du général sénégalais intervient après celle du ministre français de l'Intérieur Manuel Valls. Ce dernier et le ministre malien en charge de la sécurité ont procédé le week-end dernier à la signature d'un protocole visant à renforcer les capacités des forces de sécurité de notre pays. La ministre de l'Éducation nationale participe à Paris à la 37e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO. En marge des travaux, Togola Jacqueline Marinana a eu plusieurs activités et a accordé des audiences. De Paris, le compte-rendu de Macanfin Konaté. Madame Togola Jacqueline Togola s'est entretenue d'abord avec la sous-directrice Afrique de l'UNESCO, notre compatriote Lala Ben Barka. Les deux personnalités ont échangé sur la mission du département Afrique. Après une demi-heure de discussion, Togola Jacqueline Togola est conduite chez Irina Bokova, fraîchement reconduite dans ses fonctions de directrice générale de l'UNESCO lors de la 37e Assemblée générale. La ministre de l'Éducation nationale a, au nom du gouvernement du Mali et de l'ensemble du peuple malien, félicité Irina Bokova pour sa réélection à la tête de l'UNESCO. Togola Jacqueline Togola a également remercié la directrice générale de l'UNESCO pour son soutien au peuple malien. Pour son engagement personnel aux côtés du Mali, lors des événements douloureux que nous avons connus, et pour le fait de s'être rendu personnellement à Tombouctou pour voir l'ampleur des dégâts et s'investir personnellement également pour la réhabilitation de tout ce qui a été détruit comme mausolée à Tombouctou. Madame la ministre de l'Éducation a de nouveau sollicité le soutien de la directrice de l'UNESCO pour la reconstruction des édifices détruits pendant l'occupation, mais aussi et surtout la prise en charge par des éducateurs spécialisés des enfants des régions du Nord traumatisés par la guerre. Les enfants ont subi des traumatismes lors des attaques au nord du Mali et ils doivent être pris en compte par une éducation spéciale. Madame Togola Jacqueline Togola et sa délégation ont assisté à l'installation de la directrice générale de l'UNESCO pour un nouveau mandat de 4 ans. Retour à l'actualité nationale, nous parlons des législatives de dimanche qui se préparent activement. Tout d'abord, il est porté à la connaissance de la communauté malienne résidant dans la juridiction consulaire d'Abidjan que les travaux de la révision annuelle 2013-2014 de la liste électorale ont commencé depuis le lundi 18 novembre, donc depuis hier, au sein du consulat général du Mali à Abidjan. Les travaux continuent tous les jours de 9h à 15h. Les ressortissants maliens résidant dans la juridiction consulaire désireux de se faire inscrire sur la liste électorale sont priés de venir le faire au consulat général du Mali à Abidjan. Le consul général du Mali à Abidjan s'est compté sur l'esprit de civisme de tous. Et puis, dans le cadre de l'organisation de la centralisation des résultats des élections législatives 2013, le ministre de l'administration territoriale convie les responsables des partis politiques en réunion de concertation demain, mercredi 20 novembre, à 9h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako. Ordre du jour, désignation des membres de la commission nationale de la centralisation des résultats des élections, donc des députés à l'Assemblée nationale. CRI 2002 lance la campagne pour une forte mobilisation pour l'émergence et l'élection des femmes et des jeunes à l'Assemblée nationale. Il organise depuis samedi dernier à Sikasso une rencontre d'échange avec les leaders communautaires et représentants des associations de femmes. Sekou Konati. De la présidentielle aux législatives, quels enseignements pour quels engagements pour les citoyens?
C'est sous ce questionnement que CRI 2002 lance cette campagne. Elle vise à obtenir une forte mobilisation des populations autour des législatives, mais aussi encourager l'élection des femmes et des jeunes à l'Assemblée nationale. Les femmes et les jeunes sont deux couches majoritaires et le paradoxe c'est que, étant majoritaires, elles sont marginalisées. Nous, nous battons pour qu'il y ait le maximum de jeunes et de femmes à l'Assemblée nationale, pour représenter les préoccupations, pour répondre aux préoccupations de ces deux couches majoritaires. Appuyé par le PNUD à travers le projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, CRI 2002, au cours de la rencontre, va entretenir les leaders communautaires, les représentants des candidats, des associations de femmes et de jeunes sur les enjeux, les défis et perspectives des législatives 2013, le rôle et la place du député et rappeler le processus de vote à travers des pictogrammes. À l'instar des élections présidentielles qui se sont bien déroulées dans le pays, qui a été témoigné par la communauté africaine et internationale, on souhaite que les élections législatives aussi, qui sont une élection de proximité beaucoup plus sensible encore, on souhaite que ces élections se déroulent dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Et Dieu merci, jusqu'au moment où on vous parle, on n'a pas entendu d'incident en ce qui concerne la campagne. Ça, c'est un point signe. Des rencontres similaires seront organisées dans les régions de Kaï et de Mopti. Les législatives se préparent dans la région de Kidal. Le matériel et les documents électoraux sont bien arrivés. Les centres et bureaux de vote sont déterminés et bientôt la formation des agents électoraux va démarrer. La MINUSMA, Serval et l'armée malienne revisitent leurs dispositifs sécuritaires. Le reportage de Timoko Sagara. À quelques jours des élections législatives, les autorités de Kidal réunies au sein de la commission de crise mettent les bouchées doubles pour réussir l'échéance. C'est pourquoi, au cours de cette réunion, chaque préfet a exposé les dispositions prises dans sa circonscription afin d'affronter d'éventuelles difficultés. Le but de cette réunion, c'était comment nous allons préparer les élections législatives et comment aussi sécuriser ces élections-là. Et surtout, c'est des élections de proximité. Et il va falloir aller jusqu'à Tinesako et Abebara. Donc comment les forces pourront sécuriser ces zones-là pour que nous puissions ouvrir des bureaux de vote à ce niveau-là. Nous avons dit qu'il y aura des votes au niveau de ces différents chefs-lieux de cercle, c'est-à-dire Abebara, Tinesako. Pour les législatives, la région de Kidal compte près de 35 000 électeurs pour 134 bureaux de vote répartis comme suite. Tinesako, 2715 électeurs pour 17 bureaux de vote. Abebara, 3894 électeurs pour 20 bureaux de vote. Tessalit compte 11 092 électeurs pour 29 bureaux de vote. Et enfin, le cercle de Kidal a 17 258 électeurs pour 68 bureaux de vote. À ce jour, l'emplacement exact de tous ces bureaux est identifié. Tous les documents et matériels électoraux sont disponibles. La formation des formateurs est faite. La CENI régionale a aussi identifié ses agents et la formation démarre dans quelques jours. Rappelons que Kidal compte 8 candidats pour ces législatives. Nous restons à Kidal. Après la libération du gouvernorat et de l'ORTM de Kidal, le gouverneur a rencontré l'ensemble des entrepreneurs de la région pour échanger sur la réhabilitation et l'équipement des services de l'État. La rencontre a été motivée par les 11 milliards débloqués par l'État malien pour la réhabilitation des bâtiments administratifs des 3 régions du Nord. Le reportage de Timoko Sagara. Cette réunion vise à informer les entrepreneurs de Kidal de la disponibilité d'1,5 milliard de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement des bâtiments administratifs de la région de Kidal saccagés par les groupes armés. Ce fonds du budget national du Mali est mis à la disposition de l'AGETIP. Le gouvernorat de Kidal est le maître d'ouvrage des travaux. Selon le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, tous les entrepreneurs du Mali peuvent soumissionner, mais priorité sera donnée aux entrepreneurs de Kidal qui sont en règle. Autre faveur, les entrepreneurs de Kidal peuvent déposer leurs dossiers sans certaines pièces comme le quitus fiscal, l'attestation de l'INPS, l'attestation du Fonds national du logement et les bilans des années 2011-2012. C'est là à cause de la crise qu'a connue la 8e région. C'est un grand espoir pour les opérateurs économiques de la région de Kidal. Je crois que le gouverneur a fait
ce qu'il doit faire. C'est que les entrepreneurs sont prêts à travailler, être honnêtes. Le gouverneur, comme représentant de l'État, s'est engagé à être clair, lutter contre la corruption, pas faire de différence et la transparence. Si les entrepreneurs de Kidal souhaitent la transparence dans l'attribution des marchés, le chef de l'exécutif régional leur recommande la crédibilité, le sérieux et le travail bien fait afin de mériter la confiance de tous pour les futurs marchés à attribuer. Retour sur les législatives dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mercredi 20 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h Yelema, 9h20 Sira, 9h40 PDPM, 10h URD, 10h20 UFDP, 10h40 ADM, 11h Indépendant Yerewolo Blon, 11h20 ADEMA, 11h40 MODEC, 12h MPJS, 12h20 Indépendant Faba Tchéré, 12h40 Indépendant IRNATA, 13h MDD, 13h20 Indépendant Badjan Ag Amatou, 13h40 PRVM, 14h SNID, 14h20 Indépendant Faso Denuma, 14h40 M plus Ramata, 15h RDT, 15h20 Indépendant ADK, 15h40 Indépendant La Paix et l'Union nationale et enfin 16h ANC. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats ASMA, UMPC, PE, Indépendant alias Commune 1, CAR, Myria, SADI, PSDA, Indépendant Kaïtidéon, PCR, Indépendant Faso Kanou, REDD, Sinoma, PACP, Indépendant RD Commune 1, Indépendant IBF, UMAM et UM-RDA. Lancement de la campagne contre l'accaparement des terres au Mali. L'initiative est de la coalition des alternatives africaines, dette et développement CAD Mali. Le compte-rendu est de Cheikh Oumar Sangari. Stop aux accaparements des terres au Mali. Tel est l'intitulé de la campagne que vient de lancer la coalition des alternatives africaines, dette et développement. C'est une vaste opération d'information, de formation et de plaidoyer auprès des autorités. L'objectif est de contribuer aux luttes et actions citoyennes engagées contre les accaparements des terres. Le secteur primaire a une contribution de 36 à 40% au PIB national. Donc, il y a lieu pour nous, les Maliens, si l'on sait aussi que plus de 60% des Maliens vivent de l'agriculture, qu'on mette un accent particulier sur le foncier. Au cours de cette campagne, la CAD et ses partenaires entendent aussi confectionner des outils pédagogiques, organiser des sessions de mobilisation citoyenne, élaborer une charte sur les droits communautaires à la souveraineté alimentaire et tenir des espaces d'interpellation. Les recommandations et stratégies qui résulteront de la campagne seront d'un apport considérable dans la définition des orientations stratégiques en matière de politique de gestion des terres agricoles qui est en cours d'élaboration par le département du développement rural en relation avec celui du domaine de l'État et des affaires foncières. La campagne ainsi lancée s'étendra à fin 2014. Selon les prévisions de la CAD Mali et CEMAT, 80% des paysans devraient rentrer en possession de leurs terres d'ici cette date. Wash Alliance a signé hier un partenariat avec l'École nationale d'ingénieurs. Ce partenariat porte essentiellement sur la formation continue des étudiants et l'encadrement de ceux-ci pour les mémoires de fin d'études. Youssouf Diakité. Wash Alliance est une ONG internationale qui mène le combat pour le développement durable. C'est elle qui vient de sceller ses partenariats avec l'École nationale d'ingénieurs. L'objectif est de cheminer ensemble pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables par la création d'un environnement favorable. Il s'agit maintenant de voir avec l'ENI comment on peut travailler de façon à développer des initiatives, des technologies pour contribuer vraiment à alléger les difficultés de ces populations vulnérables en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Nous savons que l'expertise, tant sur le plan technique que sur le plan connaissance, aussi est disponible au niveau de l'ENI. Alliance Wash Mali, sa vision
est que toutes les populations soient capables de faire valoir et réaliser leur droit à un accès durable à l'eau potable en quantité suffisante, des installations sanitaires adéquates. L'initiative est saluée par le gouvernement du Mali à travers le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette réforme, c'est-à-dire, a été engagée d'abord par l'institution du système LMD, licence master doctorat, qui exige effectivement dans ses applications un partenariat dynamique. Ces initiatives allant dans le sens du développement durable sont appuyées par des ONG néerlandaises, REN et ICO. Les premiers passagers de l'opération Retour des déplacés de l'ONG Indamali ont pris le départ ce mardi à Ségou. Au total, l'opération concerne plus de 1700 personnes de Gao et de Tombouctou qui désirent retourner au Bercail. Le coût de l'opération est de plus de 31 millions de francs CFA. Condessila. C'est un sentiment de joie qui anime les premiers passagers de l'opération Retour des déplacés de l'ONG Indamali en partenariat avec Caritas Allemagne. En effet, 60 personnes déplacées des régions de Gao, après un séjour circonstanciel, s'apprêtent à retrouver leur terroir. Quand on retourne chez soi, c'est une bonne chose. On retrouve les proches, les amis, les parents. Et je pense bien que ça serait la joie au niveau des familles. C'est le grand plaisir aujourd'hui. Je suis tellement contente, tellement joyeuse aujourd'hui de rentrer. Ce départ constitue le premier d'une série que l'ONG et son partenaire comptent organiser à l'intention de déplacer des régions de Gao et de Tombouctou se trouvant à Ségou. Le coût total de l'opération est de 31 millions de francs CFA. Au total, nous avons 900 personnes qui doivent aller à Gao et 864 personnes qui doivent aller à Tombouctou. Et aujourd'hui, c'est le premier départ. Et on leur souhaite donc un bon vent et un bon retour dans leur ville et village. C'est en présence des responsables du collectif des ressortissants du Nord et du développement social de Ségou que le représentant du préfet, Noël Dako, a souhaité bon retour aux voyageurs. En 5e région, le projet d'appui aux communautés rurales, PACR, fait le bilan des activités qu'il a réalisées dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Jules Sissoko nous donne des précisions sur ces activités. Le projet d'appui aux communautés rurales, PACR, après 7 ans d'activité et en exécution du plan d'action de sa clôture, prévu le 31 décembre 2013, a initié une étude pour permettre au gouvernement du Mali, à la Banque mondiale et à tous leurs partenaires concernés d'apprécier l'ensemble de ses impacts sur ses bénéficiaires des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Cette rencontre bilan d'impact concerne les régions de Mopti et Tombouctou. Pour une prévision de 450 micro-projets sociaux collectifs. Nous avons pu en réaliser 502 nouveaux, soit un dépassement d'objectifs de l'ordre de 50 micro-projets. Mieux encore, environ 300 établissements scolaires et centres de santé ont bénéficié de matériel pédagogique, de dotations en médicaments, d'entretien et de réhabilitation. Pour les autorités régionales, l'apport de développement du PACR a largement contribué dans la lutte contre la pauvreté. Au niveau de la région sont entre autres la signature de 257 conventions de cofinancement de micro-projets productifs pour un montant prévisionnel de 3 milliards francs CFA, le financement à travers l'ANICT de 139 conventions pour un montant de 1 milliard 738 millions francs CFA. Ce bilan aurait été encore beaucoup plus réconfortant si la crise dans le septentrion du Mali n'avait pas brisé l'élan dans la préparation des fonds additionnels au PACR. Les responsables du centre d'appareillage orthopédique, Père Bernard Vespirène, viennent d'organiser une journée porte ouverte. L'opération visait à faire connaître davantage le centre et a été marquée par l'organisation de 2 jours de consultation gratuite qui toucheront 360 patients. Et cela grâce à l'appui financier de l'État monégasque. Sorona Kamisoko. Promouvoir les activités du centre d'appareillage orthopédique Père Bernard Vespirène, voilà l'ambition de l'association Prophète.
C'est pourquoi elle a initié cette journée porte ouverte. Une journée qui a été mise à profit par les initiateurs pour organiser 2 jours de consultation gratuite qui touchera au moins 360 patients. Nous avons 2 généralistes et 11 spécialistes, plus 4 orthoprothésistes et 4 kinésithérapeutes pour toucher la population de la commune et puis de Bamako. Pour renforcer davantage les capacités du centre, les responsables ont signé une convention de 3 ans avec la direction de la coopération internationale de Monaco pour un montant de plus de 72 millions de francs CFA. Une somme qui est destinée à la prise en charge des enfants infirmes moteurs cérébraux à travers un programme de réadaptation à base communautaire. Les axes sont l'appui au fonctionnement du centre en termes de matériel et de subventions au salaire, le soutien à l'autonomisation financière, la formation du personnel et la communication. Au-delà des appuis que nous pouvons apporter, je pense que nous avons le devoir aussi de sécuriser les appuis des différents donateurs en direction de ces types d'associations, de ces types de centres qui sont des centres reconnus d'utilité publique. Le centre a pris le nom du père Bernard Vespéran, cela en hommage non seulement à un des fondateurs du centre, mais aussi par les actes de solidarité de ce grand homme à l'endroit de notre pays. Les obsèques de Sira Diop ont eu lieu cet après-midi au Badialan, en commune 3 du district de Bamako. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Décédée dimanche à l'âge de 84 ans, Sira Diop aura marqué de son empreinte les 50 ans du Mali indépendant. Première bachelière du Mali, elle a été directrice du lycée de jeunes filles, actuel lycée Ba Aminata Diallo. Grand officier de l'Ordre national du Mali, Madame Sira Diop a formé une partie de l'élite féminine de notre pays. Elle repose désormais au cimetière de Amdalaï. Bourama Traoré. C'est un baobab du Mali qui vient de tomber. Sira Diop s'en est allé pour toujours. L'octogénaire a été de tous les combats de notre pays. Institutrice et féministe engagée, Sira Diop est une figure emblématique de la lutte féminine au Mali. Mais attention, l'émancipation des femmes ne veut pas dire la lutte contre les hommes, le disait toujours. Sa mort attriste tout un peuple. Tanti, tu as su être là chaque fois et toutes les fois que cela était nécessaire, en guidant nos pas, en nous conseillant, en nous amenant à faire. Les femmes du Mali reconnaissent ton œuvre, ta contribution, ton militantisme féminin éclairé, ta vision proactive, ta détermination et ta force personnalité qui vont nous inspirer toujours. Oui, une brave femme s'en est allée. Les femmes du Mali, la jeunesse malienne et tout le peuple du Mali pleureront longtemps la perte de Tanti Sira. Au nom du gouvernement du Mali, au nom de toutes les femmes du Mali, nous prions Allah le Tout-Puissant pour que ton âme repose en paix. Tanti Sira fait partie de ces figures emblématiques qui sont difficiles à oublier. Première bachelière du Mali, Sira Diop a un parcours immense et exceptionnel. Diplômée de l'école normale de jeunes filles de Rufisque au Sénégal, elle est la première lauréate du concours des inspecteurs d'enseignement primaire en 1961. Directrice du légendaire lycée des jeunes filles, actuel lycée Ba Aminata Diallo entre 1962 et 1965, Madame Sira Diop a été également membre de la commission de réforme des programmes de l'enseignement au Mali en 1962. Cette fonctionnaire internationale a servi à l'UNESCO, l'UNICEF et l'OMS. Cette femme d'engagement et de conviction a été artisane de plusieurs œuvres sociales au sein de l'association pour la protection et la promotion de la famille, la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture et enfin l'association des villages d'enfants SOS. Madame Sira Diop nous a sûrement quittés, mais son exemple de leadership reconnu par tous ceux qui l'ont connu servira à éclairer, nous le souhaitons, les futures générations de ce pays. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que Madame Sira Diop était
une femme de conviction, une femme de principe, une femme engagée, une femme loyale, une femme entière, une femme qui a su donner le meilleur d'elle-même, une femme qui a su allier sa vie de famille avec ses activités professionnelles, politiques et sociales. Au cours de sa longue et riche carrière, Mme Sira Diop a reçu de nombreuses distinctions honorifiques au Mali et à l'étranger. Chevalier, officier, commandeur et grand officier de l'Ordre national du Mali. Elle est également chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal et chevalier de l'Ordre national du Mérite de la Guinée. Des distinctions qui récompensent cette enseignante émérite qui est à l'origine de la formation d'une bonne partie de l'élite féminine du Mali. C'est une femme d'une énergie considérable, une femme qui a été un exemple dans l'organisation, dans la foi en la destinée du Mali et qui a été véritablement un des promoteurs de l'émancipation de la femme en Afrique, de la femme au Mali, en Afrique occidentale. Tanti Sira, comme on l'appelait affectueusement, repose au cimetière de Amdalaï pour l'éternité. Elle laisse derrière elle 7 enfants, 17 petits-enfants, 3 arrière-enfants et toute une nation éplorée. Ainsi va la vie. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous de demain dans la mi-journée avec Camara Malé Diallo. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur le RTM.